Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Le réchauffement climatique, nous le savons, frappe d'abord les plus fragiles. La canicule de 2003, c'est 19 000 morts, essentiellement des personnes âgées, très souvent isolées, et là pour nous le rappeler cruellement. Transition démographique et transition écologique sont donc des combats convergents. Malheureusement, il y a des trous dans la raquette dans notre système de politique publique. Depuis 2004, vous le savez, les communes doivent tenir des registres des personnes vulnérables pour aller à leur contact en période exceptionnelle. Problème, trop peu de personnes âgées font la démarche volontaire de s'inscrire sur ces registres. La solution existe, elle est connue, elle a été proposée en 2020, permettre le partage des informations entre les conseils départementaux, les caisses de retraite et les CCAS, notamment pour connaître les bénéficiaires de l'APA et de la PCH sur le territoire communal. Le gouvernement avait donné son accord, mais faute de loi grand âge et autonomie, elle n'a pas pu être mise en œuvre. Ma première question est simple. Souhaitez-vous mettre en œuvre cette disposition pour muscler les registres canicules dans les villes? Et au-delà de la canicule, car ce ne sont pas les chaleurs extrêmes qui tuent, mais bien souvent l'isolement, il faut construire une politique pérenne de lutte contre ce fléau social en mobilisant les conseils départementaux, les CCAS, les associations comme les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge, les bailleurs sociaux, la Poste, les services d'aide à domicile, les professionnels de santé, pour repérer les fragilités et aller au-devant de ces populations invisibles et oubliées. Tout cela doit s'inscrire dans une politique interministérielle du vieillissement. Dans le précédent quinquennat, beaucoup de rapports, beaucoup de missions, beaucoup de travaux parlementaires de grande qualité, mais au final, pas de loi. Ma deuxième question, Madame la Ministre, c'est il y a sur tous les bancs de cette Assemblée, sur presque tous les bancs, beaucoup de parlementaires motivés pour construire non pas uniquement une loi grand âge et autonomie, mais une loi panoramique sur la longévité qui nous permettra d'aborder cette révolution anthropologique essentielle pour notre société. Êtes-vous prêt à laisser les parlementaires construire cette loi d'orientation pour la longévité? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Guedj, merci pour cette première question. Je crois que comme moi, et j'en suis persuadé, vous avez acquis la conviction profonde que l'isolement social tue dans notre société, en particulier les personnes les plus fragiles. C'est en tout cas ce que vous avez démontré dans le rapport que vous avez remis début 2020 à Olivier Véran. Et je crois qu'on ne peut pas construire une société résiliente sans créer, renforcer le lien social au sein de notre société. Je me suis beaucoup déplacé ces derniers jours et j'ai pu constater sur le terrain la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs du grand âge dans les établissements, à domicile, dans les CCAS. Et pas plus tard que ce midi, j'étais d'ailleurs à Meudon où j'ai pu participer à une séance d'appel du CCAS vers des personnes isolées à domicile. Et je crois qu'il faut effectivement développer l'utilisation des registres communaux qui ont été rendus obligatoires par la loi du 30 juin 2004. Alors votre proposition qui consiste à intégrer directement dans ce registre les bénéficiaires de l'APA et de la PCH, vous en avez fait la proposition dans ce rapport, mérite encore un examen approfondi, vous l'avez dit. On a besoin d'une modification législative pour pouvoir y répondre. On a besoin de continuer à examiner la faisabilité de ces dispositifs, notamment au regard de la question sensible de la protection des données personnelles. Et donc, nous allons continuer à y travailler. Moi, ce que je vous propose, c'est que éventuellement, on fasse des expérimentations sur les territoires, là où les départements et les communes seraient d'accord. Et ces mesures s'intégreront dans une vision plus large de la société du bien vieillir. C'est la feuille de route que le président de la République et la Première ministre m'ont donnée et on aura à cœur, avec vous, de construire ce cadre pour les personnes âgées. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à la Première ministre. La situation en matière d'insécurité en Martinique est extrêmement grave. Depuis 6 mois, c'est plus de 2 meurtres par arme à feu et par mois et plus d'une quarantaine de tentatives d'homicide, avec une recrudescence de l'utilisation d'armes de guerre arrivées sur notre territoire en même temps que la drogue. D'ailleurs, la Martinique est aussi une porte d'entrée de la drogue vers la France et le continent européen. Cette insécurité grandissante est la conséquence d'un climat social extrêmement tendu, du fait notamment de la cherté structurelle et organisée de la vie dans nos territoires dits d'outre-mer. À ce sujet, votre projet de loi sur le pouvoir d'achat est totalement déconnecté de nos réalités.
À l'insécurité sociale s'ajoute l'insécurité physique. C'est insupportable humainement, car la vie des personnes est en danger au quotidien. La sécurité est une prérogative régalienne de l'État. La Martinique vous invite donc à agir concrètement. Alors que les homicides dans les régions dites outre-mer battent des records en France, les moyens alloués à ces territoires sont très largement insuffisants au regard des besoins réels. L'égalité des droits humains doit être un principe de fonctionnement républicain. Dans l'urgence, des moyens humains et logistiques supplémentaires sont extrêmement importants à déployer par l'État en Martinique. Au niveau local, à l'initiative de Serge Letchimy, les forces vives travaillent sur des propositions concrètes qui vous seront remises d'ici quelques semaines. Il s'agit d'agir en co-construction de manière réfléchie et pragmatique. La vision globale et réelle est de mise. Il s'agit de la traduire au travers de moyens d'action et de protection de nos côtes, de nos quartiers, de nos familles, des plus vulnérables, avec une coordination police-justice urgente à renforcer. D'autre part, une visite d'urgence avec une délégation interministérielle représentative de l'importance que vous accordez aux Martiniquais s'impose. Seuls vos actes répondront de votre niveau d'engagement et de volonté. Ainsi, quelles mesures fortes et concrètes comptez-vous mettre en place afin d'assurer particulièrement la protection et la tranquillité des Martiniquais? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ajjar, vous avez parfaitement raison et il faut mettre des noms sur les choses. Si depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a beaucoup d'armes à feu qui circulent et s'il y a beaucoup d'homicides, c'est parce qu'un certain nombre de trafiquants de drogue essayent, vous le savez, vous l'avez dit à demi-mot, mais je sais que vous connaissez cette difficulté, essayent de mettre la Martinique comme une plaque tournante de la drogue entre l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et l'Europe, et essaye d'imposer sa loi contre celle de la République. Il faut dire que la République se défend depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sous l'effet notamment de la police nationale, de la gendarmerie, que je remercie, avec des saisies records de drogue que jamais la Martinique n'a connues, des saisies d'armes très importantes, plus de 23%, ne serait-ce que ce mois-ci, qui est à la fois le travail des services, mais aussi le révélateur d'une délinquance très importante et dont les règlements de compte et les homicides ont un lien quasiment systématique avec ce trafic de drogue. J'ai donc décidé d'abord que le ministre des Outre-mer, sous l'autorité de la Première ministre, se rende aujourd'hui et demain en Martinique et en Guadeloupe pour notamment poser un diagnostic de sécurité avec les élus locaux. Je m'y rendrai à la fin de l'été avec lui et peut-être avec Monsieur le garde des Sceaux s'il le souhaite, puisque j'ai entendu votre demande. Et je soulignerai d'abord les moyens très importants que l'État va mettre à disposition de la Martinique pour lutter contre ce fléau. D'abord la création d'une antenne RAID qui va s'installer en Martinique dès cet été, une augmentation très importante des effectifs de police et un lien tout particulier avec l'autorité judiciaire. Il manque aussi beaucoup de caméras de vidéoprotection, vous le savez, en Martinique. Nous allons donc augmenter de façon conséquente les moyens. Et j'allais dire, Monsieur le député, puisque vous nous aidez dans ce combat, qu'il faut que toutes les formations politiques soutiennent nos policiers parce qu'ils sont très blessés lorsqu'ils entendent des mots blessants et qu'on leur demande après d'agir. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, notre maison brûle sous nos yeux. 20 600 hectares de brûlés, 36 000 personnes évacuées. La crise climatique en Gironde provoque un drame humain, économique, environnemental. Depuis 8 jours, 2 feux qualifiés de hors normes, à la Teste de Buch, à Landiras, ravagent notre département et avancent vers le massif landais. J'aimerais rendre hommage aux membres des SDIS, de la DFCI, ainsi qu'à tous les invisibles de cette crise qui luttent quotidiennement sur le terrain. Pas de victimes à déplorer dans ce contexte, c'est remarquable. Je voudrais également remercier le président du Sénat pour sa visite et le temps nécessaire qu'il a consacré à écouter l'ensemble des acteurs et plus particulièrement les élus locaux. Dans ces moments-là, les visites éclairs ministérielles sont particulièrement contre-productives. La Gironde constitue le plus grand massif résineux en Europe et pourtant notre département ne dispose d'aucun Canadair à demeure. En provenance de Nîmes, ils sont arrivés plus de 12 heures après le début de l'incendie. Autrefois, ils étaient à Mérignac. Nous le savons tous, chaque minute de gagnée est primordiale. Propriété de l'État, leur maintenance a été déléguée à un prestataire privé. Seulement 4 avions Dash sur 6, 9 Canadair sur 12 sont en mesure de voler. Les 2 tiers ont plus de 25 ans. Nous luttons contre la crise climatique avec des moyens du siècle passé. Monsieur le ministre,
Comptez-vous renforcer la flotte européenne et nationale, relocaliser au moins 2 Canadair dans le sud-ouest? Comptez-vous contribuer à la création d'un secrétariat d'État aux risques civils et crises majeures? Pour vous répondre, la parole est à Madame Sonia Backès, Citoyenneté. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet. Oui, Monsieur le sénateur, nous vivons tous actuellement au rythme des incendies qui ravagent notre territoire et je vous sais particulièrement sensible par les feux qui touchent votre territoire. Permettez-moi d'abord de m'associer à l'hommage que vous avez rendu et aux différents hommages qui ont été rendus à nos pompiers mobilisés, mais également, et il ne faut pas les oublier, aux militaires, aux élus, aux gendarmes, aux policiers qui sont très largement mobilisés sur ces feux de forêt depuis le 12 juillet dernier. Chacun se sent concerné par ces événements. Maintenant, je tiens à dire que l'engagement du gouvernement dans ce dossier est total, puisque nous avons engagé la plus grande flotte européenne en matière de lutte contre les feux. 21 avions sont actuellement mobilisés, 12 Canadair, 6 Dash, 3 Beech qui sont aujourd'hui mobilisés sur ces feux. Ce déploiement sans précédent n'a été possible que parce que nous avons augmenté ces 5 dernières années le budget de la sécurité civile de plus de 44%. L'ensemble des moyens prévus dans le cadre de l'Ordre national d'opération des feux de forêt est engagé. Et monsieur le sénateur, l'heure n'est pas aujourd'hui à la polémique, mais à la solidarité. Et c'est tout le sens du déplacement du président de la République aux côtés des personnes mobilisées sur ces feux de forêt aujourd'hui. La difficulté, nul ne l'ignore, c'est ce feu particulièrement important qui sévit en Gironde. Et c'est l'objet de votre question, monsieur le sénateur. Le dernier grand feu que nous avons connu en Gironde avait touché 700 hectares. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 hectares qui sont touchés par ces feux de forêt. Et c'est la raison pour laquelle des moyens militaires sans précédent ont été exceptionnellement sollicités afin de pouvoir mobiliser et accompagner les forces déjà engagées dans les actions de lutte, mais également pour assurer la surveillance et la détection des reprises de feu. Le ministre Gérald Darmanin l'a rappelé, nous sommes aux côtés des personnes pour les déplacer, pour sauver des animaux, sauver des entreprises. Et notre priorité, c'est la sécurité des Français pour qu'aucune vie ne soit prise par ces feux. Merci. Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je comprends bien qu'il y a une volonté de donner une parole interministérielle par les différentes, justement, prises de parole. Mais pour tout vous dire concernant cet événement, ce drame, j'aurais presque souhaité une réponse de la Première ministre. Pour l'été 2023, il nous faut une nouvelle loi de programmation sur ce sujet, quoi qu'il en coûte. Nous vous attendons. Toutes les populations qui sont brisées aujourd'hui attendent vos propositions. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Madame la Première ministre, nous sommes à plus de la moitié des questions qui concernent ces malheureux incendies de ces derniers mois, de ces dernières semaines. J'aimerais bien que vous puissiez répondre à ma question, elle n'est pas du tout polémique. Depuis le début du mois de juin, en ce qui concerne mon département, et avec une gravité accrue ces dernières semaines, la France est en proie de terribles incendies. Bien entendu, j'ai une pensée pour ce département de la Gironde. Mon collègue Hervé Gillet a eu l'occasion de parler de cette situation dramatique. Comme lui, je voudrais d'abord rendre hommage à l'engagement remarquable de nos sapeurs-pompiers et de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Dans les prochaines années, le risque d'incendie sera plus étendu dans le temps, mais également dans l'espace. Les prévisionnistes font état d'une augmentation de 80% des surfaces brûlées d'ici 2050. Malheureusement, l'été que nous traversons fait que renforcer le poids des alertes scientifiques. Dans ce contexte, alors que ce sont des communes et les départements qui financent les SDIS, comment pouvez-vous justifier que ces derniers soient contraints de payer le malus écologique lorsqu'ils achètent des véhicules indispensables à leur intervention? De la même manière, comment pouvez-vous justifier que les SDIS s'acquittent de la TICPP alors que d'autres missions régaliennes de l'État, comme l'armée, en sont exonérées? Alors bien sûr, comme le changement climatique suppose des politiques ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à ce titre, chaque hectare de forêt qui brûle
impacte notre capacité à stocker du carbone. Mais il est également bon de rappeler que la lutte contre le changement climatique nécessite aussi des investissements massifs pour accompagner l'adaptation de nos territoires. Sur ce dernier point, alors que le risque d'incendie est de plus en plus important, le volontariat de nos sapeurs-pompiers, qui ne sont rémunérés qu'à 9 € de l'heure, ne pourra à lui seul constituer une réponse sur le long terme. Ma question est donc simple, Madame la Première ministre. Alors que les territoires sont différemment touchés par les aléas climatiques, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations ou la canicule, envisagez-vous de recourir à la solidarité nationale pour le financement des SDIS et le renforcement des moyens aériens qui, je dois le dire, dans mon département, sont des moyens quand même qui sont relativement anciens. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Madame Cayeux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Denis Boide, la crise que nous connaissons d'ampleur exceptionnelle mobilise fortement les moyens de lutte contre les incendies. J'étais d'ailleurs moi-même dans le Gard il y a une dizaine de jours aux côtés des élus quand un feu extrême s'est déclaré dans les Cévennes. Ces conditions conduisent à une mobilisation d'ampleur que j'ai eu l'occasion de rappeler d'ailleurs en réponse au sénateur Pascal Martin et à la sénatrice Florence Lassarade. En seule Gironde, les moyens humains et matériels sont considérables et les renforts nationaux marquent la solidarité de tout le territoire pour lutter contre ces feux. Dans ce contexte, vous appelez l'attention du gouvernement sur la question légitime du financement des SDIS. C'est dans ce but que la loi du 25 novembre dernier, portant sur notre modèle de sécurité civile, dite loi Matras, prévoit qu'un rapport soit remis par le gouvernement au Parlement d'ici au 1er janvier prochain. Il portera sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il devra notamment, premièrement, dresser l'évolution des recettes et dépenses de ces établissements publics avec des prévisions du court au long terme. Deuxièmement, faire l'analyse des critères de calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évaluer leur pertinence. Troisièmement, déterminer les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour l'ensemble des financeurs et détailler les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d'incendie et de secours. Enfin, préciser les conditions dans lesquelles, par dérogation, le CA du 6 peut décider de financer l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. Voilà, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce rapport nous permettra de poser les bases de la réflexion que vous appelez de vos vœux. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, mégafeux, pluies diluviennes dévastatrices, sécheresses toujours plus précoces et plus fortes, gelées répétées, grêlons comme des boules de pétanque, autant d'illustrations des effets du dérèglement climatique dont le GIEC nous avait avertis de rapport en rapport. La transition de civilisation que nous devons opérer, parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité, repose sur la production et l'usage d'énergie décarbonée. Dans cette bataille, la France possède un atout maître, EDF, dont la propriété sera bientôt entièrement publique. Mais une OPA ne fait pas un projet industriel. Après avoir passé 5 ans à ne prendre aucune décision à la hauteur des enjeux, le gouvernement est resté muet sur le rôle qu'il entend faire jouer à cette entreprise dans le contexte extrêmement difficile que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le ministre, quel est votre projet industriel, social et environnemental pour EDF ? Avez-vous, c'est grandement souhaitable, renoncé au découpage de l'entreprise ? Comment financez-vous les investissements d'EDF nécessaires au grand carénage, aux énergies renouvelables et au nucléaire existants et programmés, ainsi qu'au réseau ? Comment préservez-vous le caractère public du parc de production hydraulique ? Une OPA va exclure de fait les citoyens et le Parlement de ce débat national. Pour donner suite aux intentions qu'on croyait nouvelles, de dialogue que le gouvernement affichait il y a quelques jours à peine, allez-vous passer par une loi spécifique? C'est ce que nous vous demandons. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, Monsieur Le Maire. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Montaugé, d'abord je voudrais dire à quel point je partage ce que vous venez de dire sur l'énergie nucléaire. À tous ceux qui nous ont expliqué pendant des années que l'on pouvait gagner le combat climatique sans le nucléaire, la réponse est définitive. Nous ne pouvons pas gagner la bataille du climat sans reconstruire des capacités nucléaires. Je rappelle que le président de la République est le premier à avoir engagé la réalisation de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Que notre majorité est la première à avoir mis sur pied une université des métiers du nucléaire pour redonner ses lettres de noblesse à l'activité de production d'électricité nucléaire. Et que notre majorité est la première à avoir dégagé dans France 2030 des moyens de financement aussi importants pour réfléchir aux réacteurs de petite et de moyenne taille pour être en pointe des technologies sur le nucléaire. Oui, nous croyons au nucléaire et oui, nous continuerons à le défendre et le développer. S'agissant d'EDF et du financement de notre opération, c'est 9,7 milliards d'euros qui seront financés sur un compte d'affectation spéciale du Trésor. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure illustration de notre détermination à soutenir EDF et avoir l'État aux côtés d'EDF et de ses salariés pour les années qui viennent. Nous avons, au cours des dernières années, recapitalisé EDF, engagé sa nationalisation. Nous nous sommes donc donné les meilleurs moyens de permettre à ce grand service public de l'énergie de réussir. Et nous apporterons les moyens nécessaires aux investissements, 55 milliards d'euros environ, pour les nouveaux réacteurs nucléaires. Enfin, sur la structure d'EDF, je ne laissais planer aucune ambiguïté. Nous avions un projet de réforme qui, d'ailleurs, n'a jamais consisté à découper EDF, mais ne revenons pas sur le passé. Cette réforme correspondait à un temps où il y avait moins de tensions, de difficultés sur l'approvisionnement nucléaire. La réforme Hercule est caduque et nous ne reviendrons pas dessus. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous voulons marquer avec la Première ministre un nouveau départ pour EDF. Cette nationalisation est la première étape. À la direction maintenant, avec l'État, de définir ses priorités. Monsieur Montaugé. Ministre, ça ne répond pas tout à fait aux questions que je posais. De tergiversation en atermoiement, la France vient de perdre en réalité 5 ans. Pour répondre à ses missions de production, EDF groupe intégré sous statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Pour l'intérêt général national, nous souhaitons qu'EDF ne soit pas entravé dans son développement. Nous sommes donc pour la suppression de l'Arenh, et cela doit aller de pair, pour la restructuration des tarifs de l'électricité sur la base du coût marginal complet à long terme. Le prix de l'électricité ne doit plus dépendre des marchés de gros et aujourd'hui de celui du gaz naturel. Vous n'avez pas tout à fait répondu aux questions, monsieur le ministre. J'espère malgré tout que nous aurons un débat ici au Parlement sur ce sujet extrêmement important. Madame la Première ministre opine de la tête, je le note, et donc je prends rendez-vous. Nous prenons rendez-vous.